Bien, bonjour les secondes. Chose promise, chose due. Première vidéo du nouveau confinement en novembre 2020. Je reviens rapidement sur le début du cours proprement dit, hein, sur les sociétés, les relations entre les sociétés humaines et leurs environnements. Après avoir vu les deux études de cas, je rappelle, sur le Bangladesh ainsi que sur les mondes arctiques. On avait commencé à noter plusieurs informations concernant le grand 1, faire face aux risques et pour pouvoir répondre à la problématique, comment les sociétés s'adaptent-elles à des risques toujours plus forts et toujours plus nombreux. On s'était intéressé d'abord aux risques naturels à différentes échelles. On avait vu rapidement en classe cette carte, hein, qui permettait de lister un certain nombre de risques naturels, notamment à l'aide de la légende ici. Et puis on avait vu que ces risques naturels ou certains espaces aussi, ces risques allaient être aggravés par les effets du changement climatique. Pour entrer ensuite dans le détail, on a commencé à noter le fait que les aléas climatiques étaient les plus nombreux. Et parmi tous ces aléas climatiques qui provoquent quand même 70% des catastrophes naturelles, le risque climatique le plus important, vous vous en souvenez, par la fréquence et les conséquences, ce sont les inondations. C'est notamment le risque climatique qui est le plus à même, entre guillemets, de menacer notre ville, Limoges, hein, par le biais de la Vienne et des cours d'eau secondaires qui traversent la commune. Ces inondations entraînent des crues de fleuves, hein, par exemple, comme ici au Japon, hein, par le fait de pluies torrentielles. Ces inondations peuvent parfois aussi être non dues au climat. On a vu le cas des submersions, hein, provoquées par des tsunamis, hein. Dans ce cas-là, c'est plutôt la mer qui envahit les terres. Comme autre risque climatique, on a vu dans un second temps les cyclones, hein. Alors on parle de cyclones, d'ouragans ou de typhons selon la zone géographique où on se situe. On parle plutôt normalement d'ouragans en Amérique du Nord, de cyclones autour de l'océan Indien, mais dans le cas de Katrina, c'est un ouragan qu'on a nommé cyclone en fait. Et on parle plutôt de typhons en Asie. Ces cyclones, je vous l'avais dit, ils se nourrissent en fait sur les mers chaudes, hein. Ils ont besoin de mers chaudes pour se former et ils sont composés de vents extrêmement violents qui dépassent les 200 km/h et de fortes précipitations. Le, ce phénomène double, hein, de vent et de précipitation provoque des inondations, provoque aussi des submersions, donc l'entrée de la mer dans les terres basses avec des effets évidemment sur les sociétés qui sont touchées par ces cyclones qui se produisent surtout dans les zones intertropicales. Euh, Chez nous en Europe, on ne parle pas de cyclones, hein, du moins pas encore, même si les cyclones touchent de plus en plus, montent de plus en plus vers les zones tempérées. On parle plutôt de tempêtes, comme par exemple la tempête Xynthia, tristement célèbre en France pour avoir touché les côtes notamment de Vendée et provoqué plusieurs dizaines de victimes lors d'une combinaison finalement entre tempête et très fort coefficient de marée, c'est-à-dire qu'il y avait des très fortes marées hautes plus une tempête, ce qui a provoqué des submersions de zones qui auraient dû être inconstructibles et qui ne l'étaient pas et qui du coup des habitants se sont retrouvés noyés en pleine nuit. En dehors de ces aléas climatiques, précisément les inondations et les cyclones, alors on ne l'avait pas encore noté en cours, mais on peut trouver également des vagues de froid, par exemple. Alors bon, de moins en moins, hein, ça aussi c'est une conséquence du changement climatique, hein. Il fait de moins en moins froid en France pendant l'hiver, par exemple. On peut trouver des épisodes de grêle violentes, notamment à la fin de l'été, par exemple, qui peuvent frapper les arbres fruitiers, les vignobles et causer d'importants dégâts d'un point de vue économique, en tout cas, plus que humain, évidemment. On peut avoir également des chutes abondantes de neige, alors de moins en moins, encore une fois, dans nos régions, mais ces chutes abondantes de neige peuvent provoquer des catastrophes, effondrement de toits, d'habitations, surtout les poteaux téléphoniques qui peuvent s'effondrer, donc des coupures de courant, sans compter les conséquences évidemment sur la voirie avec les accidents. Et parfois, ces chutes de neige qui sont loin d'être abondantes sont malgré tout considérées comme des catastrophes par les médias,
Il suffit de voir l'emballement médiatique, hein, dès qu'il tombe 3 flocons de neige en Île-de-France, tout de suite, les journaux qui font leur une dessus sur les centaines de kilomètres de bouchons, les Français qui sont perdus, les gens qui dorment dans des gymnases parce que les autoroutes sont bloquées. Bref, vous voyez que quelques centimètres de neige peuvent aussi se transformer en catastrophe. Alors évidemment, ne provoquant pas de nombreuses victimes, hein, à part s'il y a des avalanches par exemple qui vont frapper des vallées comme ça a pu arriver malheureusement en France, mais la plupart du temps sur surtout des conséquences économiques. Alors en dehors de ces phénomènes météorologiques comme les vagues de froid, les chutes de neige, eh bien on a le phénomène météorologique un peu contraire, hein, c'est plutôt lié à la chaleur, hein, ce sont les sécheresses. Donc le fait qu'il y ait changement climatique et donc des vagues de chaleur de plus importantes, sur le long terme, ça risque de se transformer en catastrophe, notamment si les vagues de sécheresse, de canicule se multiplient, comme en Inde en 2019. Ça provoque la désertification de régions qui étaient semi-arides, donc qui arrivaient à survivre avec quelques maigres pluies. Je pense aussi au Sahel, en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire la frange limitrophe du désert du Sahara, qui a tendance à reculer sous les effets du changement climatique, comme il fait de plus en plus chaud, qu'il pleut de moins en moins, eh bien le désert gagne du terrain. On retrouve ces mêmes problèmes de sécheresse dans l'Asie centrale, hein, autour des déserts de Gobi, de Taklamakan, et aussi dans l'ouest des États-Unis, hein, les paysages de la vallée de la mort, les déserts de Sonora, sont fortement également touchés par cette sécheresse. Alors voilà ce qu'il en est pour les risques climatiques, mais lorsqu'on avait regardé la carte précédente, ici, à côté des risques liés au climat, on trouvait également des risques liés à l'activité du sol. C'est ce qu'on appelle les risques lithosphériques. Donc, ces risques lithosphériques, ils sont plus localisés, comme il vous est indiqué sur la diapositive, hein, et ils sont dus principalement, je vous en avais rapidement parlé, au mouvement de l'écorce terrestre. Donc, vous savez que la Terre est au centre de la Terre, on a un noyau, et puis on a des plaques terrestres qui se déplacent à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle la lithosphère, d'où le type de risque. On parle de risque lithosphérique. Alors, ils sont principalement de deux types de nature. Premièrement, on a les séismes. Donc ici, vous avez le schéma type d'un séisme. Un séisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fracture, comme vous pouvez le voir, hein, une fracture dans la lithosphère qui va se répercuter en surface, surtout à la verticale de l'endroit où s'est fait vraiment la fracture qu'on appelle l'hypocentre ou le foyer, et à la surface, l'endroit en fait où les répercussions de la fracture vont être les plus fortes, on appelle ça l'épicentre. On mesure les séismes, hein, grâce à une échelle d'intensité qu'on appelle l'échelle de Richter, qui va d'une magnitude de 1 à 10. Donc plus un séisme est fort, plus il se rapproche de 10. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'entre chaque niveau d'intensité, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, c'est pas simplement on double de niveau, par exemple entre le 1 et le 2, l'intensité peut être beaucoup plus forte entre le 1 et le 2, puis entre le 2 et le 3, il n'y a pas une sorte de proportionnalité. Alors le petit schéma est intéressant parce qu'il vous permet de vous montrer que plus on est proche de l'épicentre, eh bien plus l'intensité ressentie est forte et donc plus les dégâts, notamment ici matériels, sont importants. Euh, on avait vu également, lorsqu'on parlait des risques d'inondation, que ces séismes en mer peuvent avoir un prolongement, hein. C'est ce qui s'est passé en 2011 au Japon. Vous avez eu ici un séisme en pleine mer. Eh bien, qu'est-ce que ça a provoqué sur toute la côte orientale du Japon? Eh bien, un important tsunami qui a donc envahi les terres japonaises, affectant notamment ces territoires ici et provoquant aussi surtout la catastrophe nucléaire de Fukushima, puisque vous avez deux centrales nucléaires qui ont été envahies par les eaux et provoquant donc la diffusion de la radioactivité dans l'atmosphère et donc entraînant la nécessité d'évacuer, comme vous pouvez le voir,
la population dans un rayon pardon, de 20 km autour de la centrale. Alors le second type de risque lithosphérique que l'on trouve à la surface de la Terre, c'est ce qu'on appelle les risques volcaniques. Alors euh, ce risque volcanique, il se concrétise par l'aléa d'éruptions volcaniques, et ces éruptions volcaniques sont évidemment très spectaculaires, hein, vous en avez tous déjà vu, j'imagine. Oui, alors je vous disais que ces risques volcaniques étaient particulièrement spectaculaires, hein, vous avez tous un peu cette image du volcan en éruption qui projette de la lave dans tous les alentours. Et puis vous avez certainement des images ou des événements qui vous reviennent à l'esprit, peut-être l'éruption de Pompéi en 79 après Jésus-Christ qui a recouvert la ville par le biais des nuées ardentes de plusieurs mètres de couches de débris volcaniques, ou bien plus récemment une éruption qui avait frappé la ville de Saint-Pierre, qui était l'ancienne capitale de la Martinique, causant le décès de plusieurs milliers de Martiniquais en 1902. En tout cas, ces éruptions volcaniques donc sont particulièrement spectaculaires et elles se produisent essentiellement dans les zones de contact donc entre les plaques lithosphériques et notamment dans une zone qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Donc parce que ça ressemble en fait à une ceinture. Tout le long de cette ceinture de feu, eh bien, on trouve des volcans hein, symbolisés, matérialisés sur cette carte par des petits triangles, hein, donc vous les voyez, il y a de très nombreux volcans. Alors la photo du volcan que je vous ai montré, c'était notamment le Krakatoa, qui est un volcan très célèbre qui se trouve sur l'archipel de l'Indonésie, ici. En dehors de la ceinture de feu du Pacifique, autre zone volcanique, par exemple, il y a la zone transeurasique, qui est une zone volcanique qui va de la Turquie, donc des frontières de l'Europe, hein, jusqu'à l'Indonésie, en passant par l'Asie centrale et l'Inde, d'où le nom d'axe transeurasique. Alors, ce qui est à noter également, c'est que souvent ce n'est pas l'aléa qui provoque la catastrophe, mais les conséquences indirectes de cet aléa. Par exemple, dans le cadre d'un séisme, eh bien, souvent un séisme va provoquer de nombreux incendies, hein, parce que si vous avez un séisme en ville, par exemple, ça va couper de nombreux câbles électriques, faire disjoncter, provoquer des courts-circuits, donc provoquer de nombreux incendies qui peuvent tuer de nombreuses personnes. De même, il peut y avoir, par exemple, des coulées de boue après une éruption volcanique. Et ces coulées de boue, par contre, elles vont être dévastatrices et tuer de nombreuses personnes. Alors, les risques lithosphériques, donc les séismes et les volcans, ce sont les catastrophes naturelles qui sont les plus meurtrières, hein. Je vous rappelle, on avait vu les conséquences du tsunami en 2004 en Indonésie, c'était plus de 240 000 morts. Euh, et au total, entre 2000 et 2018, les spécialistes estiment qu'il y a eu à peu près 1,5 million de morts à cause des risques lithosphériques. Mais c'est un bilan en fait qui est très fluctuant, hein, cela reste une moyenne. Donc par exemple 250 000 morts en 2004, rien que pour le tsunami. Mais si on fait le bilan en 2018, donc il y a 2 ans, on avait un bilan de 11 000 morts à cause des risques lithosphériques. Donc un bilan plutôt léger, parce que ça dépend en fait tout simplement de la multiplication ou pas de ces phénomènes selon les années. Il n'y a pas de régularité, hein, la nature n'est pas régulière, cela reste qu'une moyenne. Par contre, ce que les spécialistes ont tous remarqué, c'est que les coûts économiques sont en constante augmentation.